Bonjour et très heureuse de vous retrouver sur La Voix Sainte TV pour la grande édition d'information. Le sommaire à présent. Relance des activités de l'Odessi. Un séminaire a été organisé à cet effet pour jeter les bases d'une fédération forte. La Chine expulse des centaines de pasteurs et missionnaires sud-coréens. Et puis réfugiés au Mali, 99 Ivoiriens regagnent le pays. Des détails dans cette édition. Bienvenue, on en parlait dans le sommaire, l'Odessi, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, face au défi de la dignité des ministres de Dieu. Ce thème était au centre du séminaire qu'a organisé cette fédération d'églises à Dabou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Ce séminaire se voulait par ailleurs celui de la relance des activités de l'Odessi. Alain Boisbré nous en parle. C'est la localité de Dabou qui a accueilli du 3 au 4 octobre 2017 le séminaire de redynamisation des structures de l'Odessi et de la relance des activités de cette organisation protestante évangélique. Juste après le discours d'ouverture prononcé par le docteur René Ponté-William, directeur de cabinet du président de l'Odessi, la vision de l'organisation qui regroupe des serviteurs de Dieu selon les différents ministères a été rappelée par le prophète Ablégui. Et ce, conformément au thème du séminaire, l'Odessi face à la dignité des ministres de Dieu. Le président de l'Odessi a indiqué que le relèvement de la dignité des serviteurs de Dieu sur les plans de la protection sociale, de l'intégrité morale et physique, du respect de leur statut et de leurs fonctions sont les principes non négociables de cette vision. C'est pourquoi il a invité tous les membres de l'Odessi à s'inscrire dans le droit fil de ces valeurs. Abordant un pan du relèvement de la dignité des serviteurs de Dieu, le magistrat Adama Sagnon s'est appesanti sur les fondements juridiques sur lesquels repose la protection des ministres de Dieu. Puis, il les a exhortés à s'approprier ces principes de sorte à connaître leurs droits et devoirs. Notons qu'au thème des travaux en commission et en plénière, des recommandations ont été faites. Entre autres, la mise sur pied d'un commissariat de l'Odessi chargé des pèlerinages, l'organisation d'activités relatives à l'évangélisation, la réalisation de projets de développement générateurs de revenus, l'implantation des représentations de l'Odessi sur tout le territoire national et la nomination par le président des différents responsables de l'organisation. Au sorti de ce séminaire de 2 jours, quelques participants ont bien voulu exprimer leurs sentiments. On écoute. Nous sommes en train de prendre un certain nombre de décisions pour essayer de relancer nos activités, de réorganiser la structure pour faire en sorte que notre ordre soit plus fort par rapport aux défis de demain. En tout cas, j'encourage tous nos amis hommes de Dieu qui sont des sympathisants ou qui sont des membres à se rapprocher encore davantage pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à chaque moment, pouvoir nous retrouver pour permettre alors d'avancer et de relever encore des défis meilleurs. Donc, je crois que nous avons suffisamment appris et nous partons donc désormais enrichis de certaines connaissances. Mais mieux, nous repartons avec le sentiment que l'Odessi repart sur des bases nouvelles, avec une dynamique nouvelle, et des structures qui ont été refondées et réformées, certaines qui ont été supprimées parce que ça faisait lourd. Et désormais, nous partons plus allégés pour des horizons nouveaux, plus merveilleux, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très très satisfait parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire, vraiment quelque chose de bon qui s'annonce pour 2018. Nous sortons de ce séminaire enrichi avec l'espoir que l'Odessi sera une organisation très forte désormais dans le milieu du corps de Christ en Côte d'Ivoire, et nous voulons rappeler tous les membres de l'Odessi qui certainement étaient en veilleuse, revenez parce que nous repartons très fort avec des ambitions très fortes, avec une nouvelle stratégie et surtout un président avec une très grande vision. Que Dieu puisse vous bénir. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est instructif et ça nous a apporté beaucoup. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons le président aussi et d'avoir organisé cela à Dabou. Et c'était vraiment pour nous un rafraîchissement et puis un renouvellement. C'était vraiment riche en échange. Je crois que le prophète Ablégui, il a vraiment une très grande vision pour le corps de Christ. Donc il mérite d'être soutenu parce que ces idées sont vraiment les idées du royaume. Je crois que c'est un grand homme qui a besoin vraiment de soutien moral des pères. Au vu de ce qui a été dit à ce séminaire, nous partons véritablement sur de bonnes bases, de sorte que nos activités soient relancées, de sorte que vraiment où on s'arrêtait, on puisse aller encore de l'avant. Au niveau de l'organisation en tant que le PCO, je me dis que j'ai atteint véritablement l'objectif.
parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, les pasteurs sont venus, ils ont participé aux ateliers. Vraiment, je bénis Dieu, je suis heureux de ce séminaire-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi la VSTV. Visiblement satisfait des travaux, le président de l'ODECI, le prophète Ablegui François, a bien voulu situer les enjeux de cette reprise des activités à travers le renouvellement des instances. Son intervention. Nous allons recommencer nos activités. Nous allons partir de plus belle. Que toutes les délégations et les membres de l'ordre de l'Église qui sont à l'intérieur du pays puissent se préparer à recevoir la délégation et à comprendre que nous allons travailler ensemble. Et soyez rassurés, ça sera pour de bon. Il n'y aura plus de coupures, d'arrêts, parce que de 2010 jusqu'à 2012, il y a eu un arrêt. De 2013 jusqu'à maintenant aussi, il y a eu des arrêts. Mais il y a eu un noyau qui a travaillé. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire merci au noyau qui a travaillé au sein de l'ordre de l'Église. Ce noyau qui était composé de certains présidents et de certains vice-présidents et des acteurs, des chefs de mission. Je veux leur dire merci pour avoir tenu jusqu'à ce moment-là. Et donc, à cela, soyez rassurés, nous allons être à la mesure de pouvoir relayer les informations, les activités. Nous avons travaillé sur les statuts, nous avons travaillé sur ces différents projets et pour pouvoir prendre en compte leurs observations, leurs recommandations, tout ceci, on le fera connaître au grand jour. Je veux dire merci à tout le service de la communication qui a été au feu au moulin et qui n'a pas laissé vraiment l'ordre de l'Église se réduire. Mais nous allons, vous savez, le bureau fait près de 456 personnes. Hein, le bureau seulement de l'ordre de l'Église, sans compter les membres de l'ordre de l'Église. Alors donc, c'est tout ce bureau-là, nous allons tous repositionner les uns les autres et le travail se fera au plan national comme international. Toute autre chose à présent, sont fournies de raisons claires pour justifier les nouvelles mesures prises. Les autorités chinoises ont fermé les lieux de culte et expulsé des pasteurs sud-coréens. Or, les nouvelles réglementations qui encadrent la pratique religieuse étaient censées entrer en vigueur le 1er février 2018. Je vous invite à suivre le commentaire de Ange Sacré. 3 provinces du nord-est de la Chine ont expulsé des centaines de religieux sud-coréens et ont fermé leurs églises au cours de cette année 2017. Ces renvois ont eu pour conséquence la dissolution de la plupart des communautés religieuses sud-coréennes. À Changchun, la capitale de la province de Jilin, toutes les églises sud-coréennes ont été fermées au début du mois d'octobre 2017. Pour la seule période de décembre 2016 et janvier 2017, au moins 32 missionnaires protestants ont été déportés en Corée du Sud depuis le nord-est de la Chine. Ils participaient à l'évangélisation et aidaient les réfugiés nord-coréens à faire face à la dangereuse traversée de la rivière Yalu qui sépare la Chine de la Corée du Nord. L'administration d'État pour les affaires religieuses a annoncé les nouveaux règlements sur les activités religieuses le mois dernier. Selon Asia News, leur objectif serait d'anéantir les communautés chrétiennes souterraines chinoises, d'étouffer les communautés officielles et d'empêcher les missions extérieures. La structure dénommée Millennium Challenge ECOUNT devra assurer la gestion et le suivi de la mise en œuvre de tous les aspects des projets retenus dans le cadre du programme qui entrera en vigueur à partir de mai 2019 et qui sera réalisé entre 2019 et 2024 pour un montant de 524 740 000 dollars américains. On en sait plus avec Martial Kwasi. Il s'est tenu ce mardi 7 novembre 2017 à Washington, aux États-Unis, la cérémonie de signature d'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Le Millennium Challenge Compte, attribué par le Millennium Challenge Corporation, est un fonds de développement bilatéral annoncé dès 2002 par l'administration Bush et créé en janvier 2004. Ce fonds est destiné à favoriser la croissance avec comme objectif la réduction de la pauvreté par la croissance économique. Pour bénéficier de ce don qui établit le lien entre efficacité économique et efficacité sociale, les pays concernés nouent un partenariat avec l'administration américaine sur les bases suivantes. Application des principes de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, création d'un climat favorable aux affaires et à l'initiative privée, et l'engagement de l'État à réaliser des investissements importants dans le secteur social. L'attribution de dons de 262 milliards de francs CFA accordés par le Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire est bien le signe que le pays est désormais engagé sur la voie de l'émergence en ayant rempli des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de gestion économique saine et de respect des droits de l'homme.
En priorité, les fonds du MCC seront affectés au secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, avec l'objectif de valoriser le capital humain, ainsi qu'aux infrastructures de transport, un domaine dans lequel les investissements sont encore insuffisants. La campagne 2017-2018 de la filière coton Anarcade est ouverte avec en toile de fond le prix du kilogramme de coton fixé à 265 francs CFA. L'annonce a été faite par le président du conseil du coton et de l'Anarcade, M. Bomba Mamadou, lors d'une cérémonie au plateau à Abidjan. On en sait plus avec France Conan. Le Conseil du coton et de l'Anarcade de Côte d'Ivoire a annoncé le prix du coton pour la campagne 2017-2018 au cours d'une conférence. Selon M. Bomba Mamadou, on note au titre de la campagne 2016-2017 une légère hausse de 5,7% de la production du coton graine qui est passée de 310 177 tonnes en 2015-2016 à 328 090 tonnes. Le rendement au champ est quant à lui passé de 771 kg à 955 kg par hectare sur la même période. Ce sont 86 milliards de francs CFA de revenus qui ont été perçus par les producteurs contre 77,280 milliards de francs CFA en 2015-2016, soit une augmentation de 12%, a-t-il révélé. La campagne 2017-2018 s'ouvre dans un contexte international caractérisé par une légère hausse de la production mondiale, une consommation de fibres stable et une baisse des stocks. Les prévisions actualisées de production de coton graine sont de 340 968 tonnes pour une superficie de 326 093 hectares, soit un rendement prévisionnel de 1042 kg par hectare, a estimé Bomba Mamadou, président du conseil d'administration de la filière coton Anarcade. Le prix du coton est donc de 265 francs le kilogramme pour le premier choix coton pur et 240 francs pour le deuxième choix coton contenant des impuretés. 99 réfugiés ivoiriens au Mali ont regagné le pays. Hommes, femmes, enfants confondus ont retrouvé la Côte d'Ivoire après 15 ans d'absence. On en sait plus avec Jean-Jacques Denis. Depuis 15 années, ces personnes se sont réfugiées au Mali. Pour certains, ils sont partis du fait de l'éclatement de la rébellion armée de 2002 et pour d'autres à cause de la crise post-électorale de 2011. Avec eux, des enfants de 0 à 6 ans qui découvrent pour la première fois la terre de leurs ancêtres. À leur arrivée, ils ont été automatiquement pris en charge par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en abrégé Sahara. Ce samedi 4 novembre 2017, ils se sont directement rendus dans les locaux de cette structure sise à Abidjan, Cocody-Angré. Ils ont été reçus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, qui leur a souhaité la bienvenue à ces réfugiés qui ont décidé volontairement de regagner la Côte d'Ivoire. Partis de Sikasso au Mali, 45 personnes parmi les 99 sont descendues dans les villes de Ferkessédougou et de Korogo, leur région d'origine. Puis, les autres membres du convoi ont continué le voyage jusqu'à Abidjan. Un mot de sport assez triste, connu sous le nom de Jess, l'ancien footballeur qui souffrait d'une longue maladie. JJ Maxime est décédé le samedi 4 novembre 2017. Au CHU de Cocody, il a porté les couleurs de la SEC Mimosa et du Sporting Club de Gagnoa. Ange Série pour son analyse. JJ Maxime, l'ancien joueur du Sporting Club de Gagnoa, s'est éteint ce samedi 4 novembre 2017. L'information a été donnée par le président du SC Gagnoa, Youssouf Diabaté. Une triste nouvelle aussi confirmée par ses ex-coéquipiers en sélection ivoirienne, Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi et Guamene Alain. Avec un état de santé précaire et qui s'était détérioré ces derniers jours, malgré les efforts de sa famille, Jess a raccroché définitivement ses crampons. De son vivant, il a porté les couleurs de l'AS Oumé, du Sporting Club de Gagnoa, puis de la SEC Mimosa. Il a aussi fait quelques apparitions sous la tunique nationale. En fin de carrière, il s'était consacré au Maracana. La COP 23 sur le dérèglement climatique démarre en Allemagne. Pendant 2 semaines, les délégués de près de 200 pays se retrouvent au bord du Rhin. Ce sont certes les îles Fidji qui présentent cette conférence sur le climat. Même pour des raisons logistiques, l'événement se tient à Bonn en Allemagne. On en parle avec Martial Kwasi. La COP23 se tient depuis le lundi 6 novembre 2017 à Bonn en Allemagne sous la présidence des îles Fidji. Ce pour mieux faire entendre la voix de ces pays vulnérables qui exigent que les pays riches tiennent leurs promesses de financer cette adaptation.
En effet, les engagements financiers de l'ensemble des pays sont pour l'instant très loin des sommes prévues par l'accord climat, à savoir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. D'où la nécessité de sortir de l'agriculture industrielle et de s'engager vers une agriculture paysanne et écologique. Par ailleurs, il s'agira de préparer la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris. Cet accord stipule de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Et pour y arriver, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du dérèglement climatique. Notons que la Côte d'Ivoire est bien représentée à cette COP23 qui enregistre la présence d'Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Enfin, la Corée du Sud est la deuxième étape de la tournée que Donald Trump a entamée depuis dimanche en Asie. Elle s'annonce plus délicate que la première à Tokyo, qui a été la manifestation d'une totale concordance de vues sur les ambitions nucléaires et balistiques nord-coréens. On en sait plus avec Jean-Jacques Denis. Après le Japon qui a marqué le début de sa tournée officielle en Asie, le président américain est en Corée du Sud ce mardi 7 novembre 2017. En effet, Donald Trump, dès son arrivée, s'est rendu sur la base militaire de Camp Humphrey, l'une des plus importantes de l'armée américaine à l'étranger. Tout comme le Japon, la Corée du Sud a également annoncé des sanctions unilatérales supplémentaires contre Pyongyang dans l'application des demandes de pression maximale signifiées par Washington contre le régime nord-coréen afin qu'il renonce à se doter de l'arme nucléaire. Aussi, à chaque provocation de Pyongyang, le président américain a toujours répondu par une déclaration bellique. Et cette escalade des tensions n'est guère appréciée de Moon, le président sud-coréen élu qui prône au contraire le dialogue et l'apaisement avec son voisin. Une attitude qui n'est pas du goût de Donald Trump. D'ailleurs, quelques jours avant l'arrivée de Donald Trump, le président Moon Jae-in a assuré devant son parlement qu'aucune action militaire sur le nord ne sera possible par l'accord de la Corée du Sud. Mais cela ne devrait pas suffire à calmer l'inquiétude des milliers de manifestants anti-Trump attendus dans les rues de Séoul. Malgré tout, il y a aussi la question du déficit commercial. Le président américain veut renégocier l'accord de libre-échange signé entre les deux pays, accord qu'il juge déloyal. Rappelons que Donald Trump avait par le passé exigé que la Corée du Sud paie davantage pour la présence des soldats américains déployés sous son sol. Voilà, ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Dieu vous bénisse. Au revoir.